Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée aux théories de la stagnation séculaire, un débat passionnant qui a lieu en ce moment entre les économistes, entre ceux qui y croient et ceux qui n'y croient pas du tout. Alors ces théories de la stagnation séculaire se développent en deux grands courants. Les économistes d'abord qui y croient, ce qu'on appelle les techno-pessimistes. Et vous avez trois catégories de techno-pessimistes. D'abord, ce qu'on appelle la stagnation séculaire avec la demande, par l'approche demande, puis la stagnation séculaire avec l'approche de l'offre, et enfin la stagnation séculaire par l'approche en termes de cycle financier. Peut-être avant de vous parler de ces trois approches, mettons-nous d'accord sur la définition de la stagnation séculaire. Il s'agirait ainsi d'une baisse tendancielle de la croissance économique qui oscillerait entre 0 et 1%, certains économistes admettent qu'elle sera même inférieure à 2%, pour une durée donc séculaire d'un siècle, et c'est un terme que l'on reprend d'Alvin Hansen qui avait développé dès 1939 dans un article où il prévoyait un risque de stagnation séculaire, en particulier lié à la croissance démographique aux États-Unis. Dans tous les cas, les techno-optimistes ou les techno-pessimistes débattent de cette capacité qu'aurait l'économie ou non à refuser des taux de croissance aussi faibles et à continuer à croître, ou à l'inverse, à avoir durablement des taux de croissance très faibles. Si l'on revient sur les théories de la stagnation séculaire, et ceux qui y croient, l'approche par la demande, celle notamment de Summers, de Gerson, de Krugman, c'est une approche qui considère que la stagnation de la demande au niveau mondial, liée notamment à un excès d'épargne et un trop faible investissement, conduit structurellement l'économie à être sous-productive, et donc que cette stagnation de la demande conduit à une stagnation de la croissance à cause d'une baisse donc de l'investissement et de l'excès d'épargne. C'est une théorie qui s'appuie notamment sur des données empiriques avec, il est vrai, au niveau mondial depuis quelques années, un important volume d'épargne, et elle est, si ce n'est contredite, au moins complétée par l'approche de la stagnation séculaire par l'offre, notamment les travaux de Gordon, qui considère qu'il y a des vents contraires à la croissance qui touchent d'abord l'offre, d'abord les facteurs d'offre, et c'est donc du côté de l'offre que se nicherait la stagnation séculaire. Alors en effet, chez Gordon, vous avez plusieurs facteurs qui affecteraient négativement l'offre et la capacité de l'économie à offrir donc davantage de biens et de services, qui serait une définition relativement convenable de la croissance. Et chez Robert Gordon et sa théorie des vents contraires, vous avez par exemple le prix des ressources naturelles et leur disponibilité qui est relativement limitée, le vieillissement démographique, l'explosion des inégalités, la décorrélation entre l'investissement en éducation et la productivité supplémentaire apportée par le diplôme. Je précise que toutes ces études ont lieu empiriquement aux États-Unis, ou encore de manière plus générale, une réflexion de Gordon sur l'incapacité qu'auraient aujourd'hui nos économies, notre économie particulièrement dans les pays développés, à disposer d'innovations suffisamment radicales pour apporter de la croissance. Quelque part, on pourrait, au-delà des vents contraires, résumer la théorie de Gordon à cette idée que les plus grandes innovations ont déjà eu lieu, c'était les innovations de la première, de la deuxième révolution industrielle, et que les innovations actuelles, ou celles qui seraient à venir, ne seraient selon Gordon que des innovations plus incrémentales, ou du moins qui ne garantiraient pas du tout les mêmes gains de productivité. Enfin, dans l'approche de la stagnation séculaire par les cycles financiers, celle d'Aglietta, de Brandt par exemple, on considère que c'est l'excès de la finance et que l'économie, par conséquent, serait entrée dans une longue phase de désendettement, une phase descendante du cycle financier, et que cette phase descendante du cycle financier conduirait également à une stagnation de l'investissement et donc à une stagnation de la croissance. Par contre, cette théorie de la stagnation séculaire est loin d'être majoritaire et consensuelle dans la théorie économique. En effet, de nombreux économistes sont optimistes et considèrent qu'il ne s'agit absolument pas d'une théorie fondée. C'est le cas notamment d'Aghion et de ses co-auteurs, notamment d'Harvard, qui considèrent qu'il y a certes un peu moins d'innovation perceptible instantanément dans les gains de productivité, mais qu'il ne s'agit que d'un retard et en réalité que les innovations futures entraîneront des gains de productivité similaires et de la croissance similaire à celle que nous avons connue jusqu'à présent. Vous avez également des techno-optimistes comme McAfee ou d'autres qui considèrent que le progrès technique n'est absolument pas mort et qu'il y a peut-être des problèmes de formation, une sorte de réactualisation de ce qu'on appelle le paradoxe de Solow, le fait qu'il y a de l'innovation et qu'on ne le perçoit pas dans les statistiques, et que plus généralement, il y a également un problème de mesure dans l'économie. Et je vous renvoie là également à une autre vidéo de Mr. Melchior sur la mesure de la croissance et la difficulté que les économistes ont à mesurer la croissance, notamment à cause des problèmes de méthodologie, comme les problèmes liés à la méthode par imputation. Dans tous les cas, la croissance aujourd'hui fait l'objet d'un débat renouvelé entre les économistes, et ayez bien en tête que si des économistes prédisent cette stagnation séculaire de la même manière qu'Hansen le prévoyait en 1939, d'autres économistes, pas forcément minoritaires, prédisent au contraire un avenir tout à fait radieux à la croissance.